Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Marta Avryshko, docteur de l'Université nationale Ivan Franko à Lviv, en Ukraine, qui enseigne actuellement dans le Massachusetts, aux États-Unis, où vous résidez en partie depuis votre départ à cause de la guerre. Vos recherches portent sur la Shoah ainsi que sur l'ultranationalisme ukrainien. Soyez la bienvenue dans l'émission. Bienvenue et merci de m'accueillir aujourd'hui. Eh bien, je suppose qu'un bon point de départ serait: comment en êtes-vous venu à poursuivre une carrière consacrée à l'étude de l'ultranationalisme ukrainien? Donc, mon parcours a été, je crois, très typique, car je suis née en Ukraine occidentale, en Galicie, près de Lviv, Lemberg, Lvov. J'ai donc été entourée d'ultranationalisme toute ma vie. J'ai été endoctrinée dans l'ultranationalisme. À l'école, nous apprenions beaucoup de chansons qui sont nées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont aussi été écrites par des nationalistes ukrainiens. Dans notre école, nous célébrions Bandera, Shukhevych et d'autres membres du mouvement nationaliste ukrainien. Cela a donc été très difficile pour moi, malgré la diversité ethnique de ma famille. En fait, cette identité ukrainienne était la plus importante et la plus cultivée dans ma famille. Et aussi, je dois admettre qu'une partie de ma famille, en fait du côté de ma mère, a participé au mouvement clandestin nationaliste ukrainien et ils ont été opprimés par les soviétiques et envoyés au goulag avec des membres de leur famille. Donc, en gros, nos réunions de famille étaient toujours liées à des histoires sur les répressions soviétiques, sur le nationalisme ukrainien qui a beaucoup souffert et sur le peuple ukrainien qui a souffert aux mains des Russes. J'ai donc décidé de devenir historien et ma thèse portait sur la vie quotidienne et sur la façon dont le public galicien, pas seulement les nationalistes, mais aussi les socialistes, les libéraux, percevaient le Troisième Reich pendant l'entre-deux-guerres. Après avoir soutenu ma thèse, j'ai orienté mon attention vers la Shoah, car au cours de mes recherches, j'ai beaucoup appris sur la violence anti-juive perpétrée par le mouvement nationaliste ukrainien. J'ai commencé à étudier les violences sexuelles commises par des membres de la mouvance clandestine nationaliste ukrainienne au sein de l'OUN et de l'UPA, mais aussi à l'extérieur, contre des femmes civiles, des femmes ukrainiennes, polonaises, juives et d'autres femmes en Ukraine occidentale. Et en fait, très rapidement, je suis devenue la cible de critiques de la part de mes collègues. Certains professeurs m'ont dit « Tu devrais… » C'était, vous savez, juste après l'occupation de la Crimée. Donc, beaucoup d'hostilité envers la Russie s'est développée en Ukraine occidentale. Et certains de mes collègues m'ont dit « Tu devrais arrêter tes recherches et attendre la fin de la guerre. » Donc, en gros, cela fait maintenant 11 ans de guerre. Et j'entends toujours la même chose. Vous devriez attendre. Vous devriez attendre parce que vos recherches nuisent à cette image positive des nationalistes ukrainiens sur le terrain et ils devraient être célébrés comme des combattants de la liberté, comme ceux qui se sont battus pour l'indépendance de l'Ukraine. Et leur passé trouble, leur passé gênant devrait être caché, devrait être passé sous silence et marginalisé. Donc, pour moi, il était très important de comprendre comment ce mythe autour du nationalisme ukrainien a été créé et comment il est préservé aujourd'hui, non seulement en Ukraine occidentale, mais aussi au niveau national, parce que ce mythe est instrumentalisé et utilisé comme une arme pour mobiliser la société dans la guerre contre la Russie pour résister à l'agression russe. Eh bien, nous avons une demande similaire, je dirais, de conformité en temps de guerre à travers l'Occident. Car, encore une fois, avant la guerre, surtout avant qu'elle n'éclate en 2014, il était très courant de reconnaître qu'il existait des identités nationales
très divisée en Ukraine, c'est-à-dire différentes mémoires historiques, la façon dont on percevait l'époque de la Ruse de Kiev, les centaines d'années passées dans un État commun avec les Russes, la République des deux nations polono-lituanienne, la manière dont on se souvenait de l'Union soviétique. Toutes ces choses étaient très très divisées. Mais ensuite, bien sûr, surtout après 2022, tout cela est soudainement devenu du jour au lendemain de la propagande russe. Il n'y avait pas de division. Les Ukrainiens étaient, vous savez, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas d'extrême droite. Ils ont peut-être été fascistes par le passé, mais maintenant ils sont réformés, ce sont des patriotes, et tout a été en quelque sorte blanchi, au point que cela en est devenu très très gênant, du moins à mon avis. Mais pour prendre un peu de recul, comment peut-on comprendre ces identités nationales conflictuelles en Ukraine? Parce que, même si elles sont complexes, on ne veut pas trop simplifier, mais d'un autre côté, il faut bien essayer de les cartographier d'une manière ou d'une autre. Donc, en gros, nous avons observé cette division pendant longtemps. Après que l'Ukraine a obtenu son indépendance, la partie occidentale du pays a développé ce mythe autour des nationalistes ukrainiens sur le terrain, les considérant comme des combattants de la liberté. Et la principale raison à cela était la mémoire vivante. Il y avait des descendants de ces personnes qui s'étaient battus pour l'indépendance de l'Ukraine, qui étaient membres d'organisations nationalistes ukrainiennes clandestines. Et leurs proches, leurs petits-enfants chérissent ce souvenir. Et beaucoup de combattants de l'UPA vivent essentiellement en Ukraine occidentale. C'est pourquoi cette mémoire a été préservée avant tout en Ukraine occidentale. L'Ukraine orientale et le sud de l'Ukraine avaient un autre régime mémoriel et une autre culture de la mémoire. Les principaux héros de la Seconde Guerre mondiale pour ces régions n'étaient pas les membres de la résistance nationaliste ukrainienne, mais les soldats de l'armée rouge et les partisans soviétiques. Leurs actes héroïques lors de la lutte contre les nazis ont été célébrés pendant longtemps. Ainsi, cette tradition post-soviétique de la Grande Guerre patriotique était en fait plus développée dans ces régions. Une autre raison de ce conflit mémoriel entre différentes régions est que les nationalistes ukrainiens ont collaboré avec les nazis. Par exemple, certains d'entre eux étaient membres non seulement de l'ON et de l'UPA, mais aussi de la division Waffen-SS Galicie, formée en 1943. La plus grande bataille de cette division, en juillet 1944, eut lieu à Brody, dans la région de Lviv. Il s'agissait d'une bataille opposant d'un côté les forces allemandes nazies, la Wehrmacht et les collaborateurs ukrainiens, et de l'autre les officiers et épaules de la Relève Rouge. Donc, en gros, les Ukrainiens étaient divisés entre ces deux armées. C'est pourquoi, dans la partie orientale de l'Ukraine, un mythe s'est développé autour de ces collaborateurs ukrainiens, ces fascistes qui, en gros, ont combattu nos grands-parents. Il s'agissait donc d'un affrontement entre ces deux régimes de mémoire. Mais ce qui s'est passé après février 2022, en réalité, cela a commencé après le Maïdan, c'est que le gouvernement ukrainien a créé l'Institut de la mémoire nationale et adopté des lois mémorielles. Selon ces lois mémorielles, ceux qui étaient reconnus comme combattants de la liberté étaient avant tout les membres de la résistance nationaliste ukrainienne et non les soldats de l'armée rouge. En gros, les soldats de l'armée rouge dans l'Ukraine post-Maïdan sont devenus des héros déchus, et les monuments ainsi que les rues portant leur nom ont été effacés de l'espace public. Leur place a été prise par des membres de la résistance nationaliste ukrainienne qui sont devenus les nouveaux héros. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce qu'une seule partie de cette histoire était très commode pour le gouvernement ukrainien. Et cette partie était liée à la lutte antisoviétique pour une Ukraine indépendante.
En somme, le gouvernement ukrainien a établi ce lien entre les nationalistes ukrainiens et l'armée ukrainienne actuelle. De nombreux projets photographiques et différentes expositions ont essentiellement établi ce lien direct entre l'armée insurrectionnelle ukrainienne et l'armée récente. C'est pourquoi le gouvernement ukrainien a instrumentalisé ce mythe autour des nationalistes ukrainiens. Mais d'une certaine manière, ces acteurs de la mémoire, avant tout les acteurs étatiques, ont réussi à faire complètement taire la discussion sur les méthodes de cette lutte. Et ces méthodes étaient très cruelles, très brutales, et impliquaient le massacre de civils, enfants, femmes, hommes, ukrainiens, des dizaines de milliers de Polonais en Galicie et en Volhynie, ainsi que des milliers de Juifs qui se cachaient dans les forêts pour échapper à la persécution nazie. Un autre problème avec l'armée insurrectionnelle ukrainienne et le mouvement nationaliste ukrainien pendant la Seconde Guerre mondiale Ils étaient membres de la police auxiliaire, de différentes unités de la Wehrmacht, de différents bataillons de police et de divers organes administratifs dans l'Ukraine occupée par les nazis. Ils ont donc été directement impliqués dans les crimes de guerre nazis et en particulier dans l'Holocauste. On ne peut pas simplement prendre une partie de cette histoire héroïque, la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, et en cacher une autre. Il faut embrasser l'ensemble de l'histoire, qui est très complexe et très inconfortable. Mais ce que fait le gouvernement ukrainien, c'est réduire complètement au silence ces acteurs de la mémoire, passer totalement sous silence l'implication de ces personnes dans les crimes nazis ou la justifier. En somme, ce qu'ils font, c'est présenter l'Allemagne nazie comme un moindre mal par rapport à l'Union soviétique. De nos jours, l'Union soviétique est présentée comme un régime d'occupation et les soldats de l'armée rouge sont dépeints comme des victimes de ce régime, voire comme des collaborateurs. C'est pourquoi leur mémoire est effacée, réduite au silence. Ils sont en grande partie oubliés aujourd'hui. Ceux qui sont davantage célébrés sont les collaborateurs nazis. Et aujourd'hui, vous savez, cet effacement de la mémoire des soldats de l'armée rouge, des héros de l'armée rouge, prend parfois des tournures très ridicules. Récemment, une vétérane de l'armée rouge, Olga Terdoklebova, est décédée. C'était une femme très âgée. Les médias ukrainiens grand public ont indiqué qu'elle avait été éclaireuse pendant la guerre, qu'elle était vétérane et qu'elle avait célébré la fin de la guerre à Berlin. Mais ils ont omis de préciser dans quelle armée elle avait réellement servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, vous savez, les jeunes Ukrainiens qui ne connaissent rien à la Seconde Guerre mondiale, je veux dire par exemple les adolescents, lorsqu'ils lisent cet article, il leur est très difficile de comprendre dans quelle armée cette femme héroïque a réellement combattu et célébré la victoire sur le nazisme. Un autre problème est lié à la célébration, vous savez, de collaborateurs nazis comme la division Waffen-SS Galicie. J'entends très souvent cet argument selon lequel, en raison des origines juives du président Zelensky, l'Ukraine n'a pas de soi-disant problème nazi, donc il n'y a pas de célébration des nazis en Ukraine et les néo-nazis ne peuvent pas exister sous la direction de Zelensky. Mais qu'avons-nous? La première marche pour commémorer la division Waffen-SS Galicie en dehors de l'ouest de l'Ukraine, où ce culte prospérait encore dans les années 1090, a eu lieu à Kiev, la capitale de l'Ukraine, en 2021, sous Zelensky, pendant la présidence de Zelensky. Et que s'est-il passé ensuite? Nous nous souvenons tous du scandale Hunka. J'espère que nos téléspectateurs se souviennent du scandale Hunka lorsqu'un vétéran de la division Waffen-SS Galicie a été célébré au Parlement canadien et a reçu une ovation debout.
et Zelensky a participé à cette cérémonie. Il était présent et il a lui aussi applaudi debout. Mais ensuite, lorsque les gens ont compris que cet homme était en réalité un collaborateur nazi, cela a provoqué un énorme scandale politique au Canada. Mais qu'est-il arrivé en Ukraine? Le bureau du président a commencé à blanchir la division Galicie. Ils ont commencé à dire que la division s'était battue pour l'indépendance de l'Ukraine et n'avait jamais été impliquée dans des crimes de guerre. Répétant tous ces mythes sur les procès de Nuremberg, qu'ils n'avaient pas été jugés à Nuremberg, et puis ils ont mentionné la commission Shen et toutes ces questions très politisées d'après-guerre. Mais le problème avec la division Waffen-SS Galicie, c'est qu'elle a bel et bien été impliquée dans des crimes de guerre. Elle a participé à des actions punitives dans l'ex-Yougoslavie et en Slovaquie en 1944-1945. Après leur défaite à la bataille de Brody en 1944, de nombreux membres de différentes unités de police qui avaient participé à la Shoah, par exemple, lors de massacres dans des villages polonais comme Huta Pieniacka et d'autres, ont rejoint la division Galicie. Donc en gros, ils faisaient partie de cette division, ces collaborateurs nazis avec du sang sur les mains. On ne peut donc pas les célébrer comme des combattants de la liberté, comme ceux qui ont lutté pour l'indépendance de l'Ukraine, car ils ont prêté allégeance à Hitler et ont essentiellement servi les objectifs politiques et militaires de l'Allemagne nazie et non de l'État ukrainien. Et justement, à l'époque où ce scandale éclatait au Canada, la 3e brigade d'assaut a organisé une exposition photo dans l'un des principaux musées d'Ukraine, à Kiev, où ils ont célébré cette division Galicie. Des responsables gouvernementaux ukrainiens étaient présents. Ensuite, ils ont présenté cette exposition en Lituanie lors de la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Donc, en somme, des acteurs de l'État ukrainien ont soutenu cette glorification. Et ce que nous observons actuellement, c'est que de nombreuses unités des forces armées ukrainiennes ces derniers jours, car l'anniversaire était le 28 avril, l'anniversaire de la création de la division Waffen-SS Galicie, des unités qui ont été formées sur la base de groupes d'extrême droite comme Vovkoy Da Vinci, Karpatska Sich et différentes unités Azov telles que la brigade Azov et la 3e brigade d'assaut, célèbrent ouvertement la division Waffen-SS Galicie. Ils enseignent ouvertement à leurs soldats, subordonnés et jeunes, les exploits héroïques de cette division. Donc fondamentalement, ce sont des évolutions très problématiques car on entend que l'Ukraine se bat pour les valeurs européennes, pour la démocratie. Quel genre de démocratie célèbre les crimes nazis? C'est une pure apologie du nazisme et un révisionnisme nazi. Ce qui est une évolution aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, c'est ça le problème avec le nationalisme ukrainien. Je peux comprendre que pour les Ukrainiens, surtout en Ukraine occidentale, qui considèrent les Ukrainiens comme culturellement très différents des Russes et veulent que cela soit le fondement de leur État, c'est-à-dire la souveraineté nationale, cela ait du sens. Aussi, je suppose que, d'un certain point de vue, on ne veut pas être trop proche, trop semblable à la Russie. Si vous êtes identique aux Russes, pourquoi être un État souverain, au fond? Donc cela devient en fait un enjeu de sécurité. Je peux comprendre tout cela, mais représenter cela en liant le nationalisme ukrainien de façon aussi étroite au fascisme allemand est une chose étrange. Et encore une fois, je ne dis pas que ce sont tous les nationalistes en Ukraine, mais en effet, on constate qu'il s'agit d'une minorité assez petite d'ailleurs, de personnes qui célèbrent Bandera et les collaborateurs nazis comme des héros nationaux et des combattants de la liberté. Mais quelque chose que l'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Arestovitch, a souligné. Il a soutenu que, vous savez,
comment aurait-il pu capturer une nation entière? Parce qu'à ce moment-là, il affirmait que même si ce n'est qu'une petite minorité, ils ont acquis une énorme influence sur l'Ukraine en dictant encore une fois ce que devrait être l'identité nationale en racontant l'histoire nationale. Et encore une fois, il est assez pessimiste à ce sujet parce que c'est très clivant. Ce sont des millions de personnes qui deviennent des citoyens de seconde zone. Et dans ce contexte, surtout en temps de guerre, c'est une manière assez désastreuse de saper une si grande partie de sa propre population. Mais comment expliquer cela, alors? Pourquoi une si petite minorité a-t-elle pu détourner l'agenda, ou je suppose la conscience nationale, si l'on veut, de toute la nation? Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante car on entend souvent cet argument que les politologues et certains défenseurs de l'Ukraine en Occident utilisent souvent. L'argument selon lequel les partis d'extrême droite n'obtiennent jamais de représentation significative au Parlement ukrainien. Lors des dernières élections législatives, ils n'ont obtenu que 2% des voix. Pour eux, c'est la preuve que l'extrême droite en Ukraine ne bénéficie pas d'un soutien important. Mais ce n'est pas vrai, en réalité. La politique ukrainienne et la démocratie ukrainienne, disons-le, pour citer Marx, bien sûr, fonctionnent selon des modalités différentes de celles des pays occidentaux. Nous observons après Maïdan cette vague de soi-disant vigilantisme lorsque des groupes d'extrême droite tentaient d'utiliser et ont effectivement utilisé la violence de rue, la violence physique pour menacer différents politiciens et militants. Par exemple, des militants de gauche et des politiciens qui étaient présentés comme des soi-disant politiciens pro-russes. Aujourd'hui, nous voyons comment ils essaient de s'emparer de certaines églises et ils recourent à la violence physique lorsqu'ils attaquent, par exemple, ces églises du patriarcat de Moscou. Et nous entendons de la part de différents politiciens qu'ils ont essentiellement peur de ces groupes d'extrême droite. Ils menacent ces politiciens et les membres de leur famille, y compris les enfants. C'est ainsi que l'extrême droite exerce son influence en Ukraine, en utilisant la violence. Et c'est très similaire à la République de Weimar. Lorsqu'elle était en crise, la démocratie était très faible, comme en Ukraine. Il y avait beaucoup, vous savez, de problèmes économiques, beaucoup, vous savez, ces sentiments autour du mythe du coup de poignard dans le dos. Ainsi, les nationalistes ont gagné du soutien en exploitant toutes ces douleurs, la frustration nationale, la crise économique, et ainsi de suite. Et fondamentalement, je crois que l'attaque russe contre l'Ukraine en février 2022 a été un grand cadeau pour l'extrême droite ukrainienne. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux, qui avaient auparavant été emprisonnés par Porochenko, puis même par Zelensky pour avoir attaqué la police, pour avoir participé à ces activités violentes, ont été libérés de prison. Et même ceux qui participaient à des activités criminelles ou semi-criminelles, car nous savons qu'ils étaient impliqués dans ce, disons, business avec différents gangs, ont été en fait immédiatement libérés de prison en raison du manque de moyens. Ils ont reçu des armes et le soutien de l'État. Donc, en gros, c'était une alliance toxique que nous observons aujourd'hui. Ils ont été renforcés par l'État ukrainien à cause du manque de main-d'œuvre et de cette menace existentielle venant de la Russie. Cette attaque a été présentée comme une menace existentielle, vous savez, et tous ces types ont simplement été renforcés. Mais qu'est-ce qui a encore contribué à cela? Quoi d'autre? Le soutien de l'Occident. Nous observons comment le discours médiatique en Occident a changé concernant, par exemple, Azov. Est-ce qu'Azov a changé d'idéologie? Non. Azov s'appuie toujours fortement sur le nationalisme ethnique ukrainien. Ils sont très ouverts sur les droits des minorités nationales. Ils sont très ouverts, par exemple, sur le statut de la Crimée. Ils tiennent un discours très ouvertement anti-Rome.
Certains d'entre eux expriment très ouvertement des opinions antisémites. Ils s'appuient sur cette idéologie élaborée par les idéologues du nationalisme intégral ukrainien, je veux dire Dmytro Dontsov, Mykola Mishnovsky, Yuri Lipa, qui comprend des éléments d'antisémitisme et de racisme, et ils parlent de dictature. Ils parlent, vous savez, d'un parti unique, ils parlent d'un leader fort, ils sont très ouverts quant à leur homophobie. Donc, fondamentalement, ce ne sont pas des forces pro-démocratiques, et leur idéologie reste la même. Ils utilisent toujours les mêmes symboles. Et de nos jours, par exemple, la 3e brigade d'assaut a même créé un drapeau similaire à celui utilisé par Dirlewanger, vous savez, la tristement célèbre brigade Waffen-SS de Dirlewanger impliquée dans de lourds crimes de guerre. Certains utilisent le Totenkopf, certains utilisent encore, vous savez, le symbole Azov, juste un peu transformé, en gros. Donc, ils n'ont pas abandonné leur idéologie. Leur idéologie est la même qu'il y a 10 ans, lorsqu'ils étaient fortement critiqués. Mais les médias occidentaux, les médias traditionnels, les médias historiques, ont en fait contribué à ce changement d'image de l'extrême droite en Ukraine. Ils les appellent des combattants de la liberté, des activistes, des nationalistes, des patriotes. Ils les présentent comme des combattants dévoués, prêts à sacrifier leur vie. Donc, en somme, les médias traditionnels sont aussi responsables de ce changement de discours. Mais ce que l'on observe également, c'est que l'administration Biden, comme nous le savons, a levé l'interdiction de livrer des armes à Azov. Mais qu'est-ce qui a changé? L'un des arguments avancés pour expliquer pourquoi Azov ne devrait pas recevoir d'armes américaines était qu'ils forment des néo-nazis américains. Et ce que nous constatons, c'est qu'ils continuent effectivement à former des néo-nazis américains. Certains d'entre eux m'ont même adressé des menaces de mort, et aujourd'hui je coopère avec la police locale et le FBI local afin de les retrouver et, vous savez, de les traduire en justice. Donc, Azov compte toujours de nombreux combattants étrangers. Et beaucoup d'entre eux sont d'extrême droite. Ce sont des suprémacistes blancs, ce sont des néo-nazis parce qu'ils sont avides d'entraînement militaire. Ils veulent acquérir cette formation. C'est pourquoi l'Ukraine est devenue un paradis pour eux, un endroit où ils bénéficient de protection, d'avantages sociaux et où ils sont même célébrés comme des combattants de la liberté. Et puis, nous avons certains experts, des experts occidentaux en fait, qui disent ouvertement, vous savez, que Azov a changé parce qu'Azov a été intégré à l'État ukrainien et à ses forces, vous voyez. Azov n'a pas changé d'idéologie. Azov a aujourd'hui beaucoup gagné en pouvoir parce qu'en effet, ils ont créé d'autres unités comme Kraken sous la supervision du renseignement militaire. Ils se sont divisés, maintenant nous avons la brigade Azov et la 3e brigade d'assaut. Donc, en gros, ils ont encore gagné en puissance et personne ne leur a posé, vous savez, de questions difficiles sur leur tatouage, personne ne leur a posé de questions difficiles sur leur idéologie. Récemment, un média ukrainien financé par l'USAID depuis longtemps a réalisé un documentaire sur Azov. Et je m'attendais à ce qu'il parle de ces néo-nazis, de la Misanthropic Division, par exemple, du Patriot of Ukraine, de l'Assemblée nationale socialiste, qui ont créé Azov, qu'ils aborderaient leur idéologie, leur rhétorique raciste et la violence ethnique qu'ils ont perpétrée en Ukraine. Je m'attendais à ce qu'ils interviewent au moins les néo-nazis russes qui étaient au début d'Azov, comme Lovkin par exemple, dont le groupe porte le nom de marteau d'Hitler et qui, dans l'Ukraine déchirée par la guerre, organisait ouvertement des concerts pour ses partisans où les participants faisaient des saluts nazis. Et il enseignait, vous savez, la théorie raciale aux membres d'Azov. Mais personne ne lui a même posé de questions. Je m'attendais aussi à ce que d'autres membres du soi-disant format 18, et 18 fait référence à Adolf Hitler,
Ce groupe, c'était un groupe néo-nazi formé en Russie et dirigé par Marcinkiewicz, surnommé Pezak. Et après sa mort, beaucoup d'entre eux se sont enfuis en Ukraine. Ce groupe a commis de nombreux crimes, y compris des meurtres motivés par la haine raciale. Et ils ont fini par rejoindre Azov, et ils servent maintenant dans Azov. Et leurs corps sont couverts de symboles comme Hitler, la Totenkopf, des croix gammées, et ils affichent très ouvertement leurs opinions. Ils se moquent des survivants de la Shoah lors de la journée du souvenir de l'Holocauste. Ils parlent de la race blanche et se battent pour une Europe blanche. Ils sont donc très ouverts sur leurs réseaux sociaux et ils ont des dizaines de milliers de followers. Et personne ne les remet en question. Et dans ce documentaire réalisé par l'Ukraine, ces types ne sont même pas mentionnés une seule fois. Leur contribution à l'idéologie de ce mouvement n'est même pas évoquée. J'ai donc beaucoup de questions à poser aux journalistes ukrainiens et aux journalistes occidentaux. Que faites-vous? Pourquoi ne questionnez-vous pas ces gens-là? Où est votre journalisme d'investigation? Pourquoi, de nos jours, par exemple, le corps des volontaires russes, dirigé par Nikitin, Denis Nikitin, surnommé White Rex, il a été expulsé d'Allemagne pour activités extrémistes. Il a reçu une interdiction d'entrée valable dans tout l'espace Schengen. Il ne peut même pas quitter l'Ukraine, car il est considéré comme un extrémiste et un néo-nazi. Mais en Ukraine, il est invité par les médias grand public et présenté comme un combattant de la liberté. Mais regardez ses réseaux sociaux. Il célèbre ouvertement l'anniversaire d'Hitler. Et ces hommes portent des écussons célébrant l'armée de Vlasov, des collaborateurs nazis russes. Regardez le German Volunteer Corps qui fait désormais partie de la Karpatska Sich dans les forces armées ukrainiennes. Leurs réseaux sociaux, leur chaîne Telegram, regorgent d'apologies nazies. C'est une célébration des dirigeants nazis et, en gros, de l'humour sur la Shoah. Donc l'antisémitisme y est très présent, mais personne ne les remet en question. En gros, le point essentiel est que les élites politiques ukrainiennes et occidentales ont fondamentalement changé leur discours et leur approche vis-à-vis de l'extrême droite, afin de les instrumentaliser et de les utiliser pour affaiblir et saigner la Russie. Parce qu'ils savent que ces groupes sont les plus agressifs, les plus assoiffés de guerre, qu'ils sont endoctrinés et socialisés à la violence et qu'ils sont prêts à l'utiliser, et ils l'ont déjà fait lors de la guerre du Donbass en 2014, 2015 et 2016. Nous avons donc de nombreux rapports d'organisations de défense des droits humains sur de nombreux crimes de guerre perpétrés par Azov et d'autres groupes d'extrême droite, comme Secteur Droit, le bataillon Owen et d'autres groupes. Tornado, par exemple, ce bataillon tristement célèbre, leurs crimes contre la population locale étaient énormes. Civils, torture, meurtre, enlèvement, viol. Ainsi, même le gouvernement ukrainien sous Poroshenko les a traduits en justice en 2017 et ils ont été condamnés à différentes peines de prison allant de 5 à 11 ans. Mais que s'est-il passé en 2022? Ils ont tous été libérés. Aujourd'hui, ce sont des combattants de la liberté, décorés et bénéficiant de tous les avantages sociaux. C'est pourquoi c'est un énorme problème. Cela me rappelle la situation en Afghanistan. En gros, lorsque les États-Unis, l'Occident et la Grande-Bretagne ont donné du pouvoir à ces extrémistes d'extrême droite, les ont qualifiés de combattants de la liberté, les ont célébrés, mais ensuite ils se sont retournés contre leurs maîtres et ont joué un rôle majeur dans tout ce chaos, ces violations des droits de l'homme et la guerre permanente en Afghanistan. Donc, fondamentalement, je ne suis pas optimiste concernant ce sort ukrainien qui concerne l'extrême droite dans le pays. Concernant leur statut de minorité, c'est intéressant, car si l'on regarde Poroshenko au début, il s'opposait aux nationalistes.
Il a même au Parlement voté pour la mise en œuvre de l'accord de paix de Minsk. Ce n'est qu'après les violences de l'extrême droite qu'il a commencé à faire marche arrière. Et bien sûr, sa popularité a alors chuté. Ensuite, Zelensky a remporté l'élection de 2019 sur une plateforme de paix, et là encore, les menaces contre lui étaient très explicites. Dans les médias ukrainiens, on montrait des vidéos où il était menacé, il y avait beaucoup de choses sur la ligne de front, tout était filmé et diffusé dans les médias. Ils en parlaient. Des gens au Parlement, Yarosh, tous ces gens, ont ouvertement menacé sa vie s'il osait mettre en œuvre un accord de paix. C'est en effet assez choquant. Nous avons également vu certaines ONG ukrainiennes, financées par des gouvernements occidentaux, aller jusqu'à poser ces lignes rouges. Si vous osez mettre en œuvre ne serait-ce qu'une partie de ce que vous avez dit, en gros, vous devrez nous rendre des comptes. C'est une ligne rouge. Et le fait que tout cela soit financé par divers gouvernements occidentaux est vraiment choquant. Mais je pense que la raison pour laquelle l'Occident tient tant à blanchir cela, c'est d'abord parce qu'ils sont un instrument utile. Car même s'ils sont minoritaires, ce sont de bons combattants. Ils sont motivés. Ils ne feront aucun compromis. C'est un peu comme après la Seconde Guerre mondiale. Un bon groupe anticommuniste, je suppose, avec lequel s'allier. Mais c'est préoccupant. Je veux dire, vous avez mentionné précédemment le Parlement canadien, mais c'était similaire au Parlement danois. Ils ont accueilli un combattant d'Azov qui a été célébré. Et vous savez, sur ses réseaux sociaux, il avait vraiment fait l'apologie de Mein Kampf. Il indiquait sa ville natale comme étant Babi Yar. Il portait le Wolfsangel, l'emblème, le symbole fasciste, et ils lui ont quand même offert une ovation debout. C'est assez surprenant. Même au Parlement britannique, Boris Johnson a accueilli des combattants d'Azov et a brandi le drapeau d'Azov, qui comporte le soleil noir et le Wolfsangel, deux symboles fascistes de la Seconde Guerre mondiale, au Parlement britannique. Je veux dire, Churchill doit se retourner dans sa tombe. C'est tout simplement, c'est vraiment choquant. Et je me souviens qu'avant 2022, il y avait des journaux allemands qui critiquaient, vous savez, ces slogans qu'on entend aujourd'hui, ce Slava Ukraini. N'était-ce pas ce qu'ils disaient pendant la Seconde Guerre mondiale? Ce sont des fascistes. Et vous savez, il y avait certaines critiques. Mais après 2022, on voit les Allemands et les dirigeants de l'UMOU scander à nouveau Slava Ukraini. Tout ce qu'ils rapportaient eux-mêmes quelques mois plus tôt a soudainement été complètement abandonné. Même le chef d'Azov, Biletsky, a fait la une des journaux britanniques parce qu'il a soutenu que la mission historique de la nation ukrainienne devrait être de mener la race blanche du monde dans une croisade contre les Untermenschen sémites. Et encore une fois, ce n'est pas comme si cela venait des médias russes. C'est rapporté. C'est là. C'est déjà rapporté dans les médias britanniques. Mais ensuite, bien sûr, la guerre, les Russes envahissent. Et maintenant, non, il s'est réformé. Maintenant, il est des nôtres. Je veux dire, c'est un libéral-démocrate. Je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc si vous combattez la Russie, alors vous êtes un gentil. Et non, c'est assez choquant. Mais ce que je voulais dire, c'est que, étant donné que l'extrême droite avait cette capacité à exercer un véritable droit de veto sur tout compromis avec les Russes, on semble atteindre un point dans la guerre où la situation de l'Ukraine ne fait qu'empirer. Et les Américains, à mon avis, voient ce qui s'annonce, alors ils se retirent et laissent ce chaos aux Européens. Mais cela soulève la question. Zelensky peut-il réellement signer un accord de paix sans risquer d'être lynché par l'extrême droite? Comment voyez-vous cela? Est-ce possible ou comment réagirait-il à tout accord de paix? Je n'imagine pas qu'il puisse y avoir une quelconque acceptation.
D'un autre côté, si l'alternative est l'effondrement et la destruction de l'Ukraine en tant que nation, il doit bien y avoir une raison de choisir le moindre mal, me semble-t-il. There must be some reason there to pick the lesser of two evil, I thought. En fait, je suis très préoccupée par cette menace venant de l'extrême droite, car nous nous souvenons que, vous savez, ce mouvement pas de capitulation, oui, Poroshenko en faisait partie, mais Azov y était aussi fortement impliqué. Et ils ont déjà menacé Zelensky. À ma connaissance, Zelensky essaie essentiellement d'acheter les dirigeants, d'acheter leur loyauté. Comment? Il leur offre, par exemple, un soutien diplomatique, il leur donne un soutien financier. Je dois dire que les unités Azov sont aujourd'hui les plus célébrées en Ukraine et elles sont les plus présentes dans les médias. Donc en gros, on leur accorde beaucoup de crédit. Et je crois qu'une des raisons de cette coopération, c'est que Zelensky a peur qu'ils utilisent la violence contre lui et son entourage. Mais une autre raison pourrait être que, en raison de leur rhétorique très radicale, Zelensky peut toujours dire que, vous savez, les principaux décideurs devraient être ceux qui se battent, ceux qui sont en première ligne. Ils connaissent très bien la situation. Et s'ils disent que nous avons des chances, cela signifie que nous avons des chances et que nous continuerons à nous battre. Donc, en gros, pour eux, il y aura toujours une excuse pour, vous savez, prolonger la guerre, saboter les négociations de paix, pour vous savez. Et pour Zelensky, à ma compréhension, il est très important de garder le pouvoir. Pourquoi? L'une des raisons n'est pas seulement son désir d'avoir cette influence, d'être célébré comme il l'était au début de l'invasion russo-polonaise. Mais le problème, c'est que s'il est écarté du pouvoir, je pense qu'il y aura beaucoup d'enquêtes, car de nombreuses personnes sont furieuses qu'il n'ait pas organisé l'évacuation des habitants de Mariupol, par exemple, ou de Boutcha et d'autres localités proches de la frontière. En gros, beaucoup de gens ont perdu leurs biens, leur vie, leur santé, beaucoup ont été tués, même des enfants n'ont pas été évacués. Ensuite, Zelensky a expliqué que c'était volontaire parce qu'il ne voulait pas créer de panique. Mais il connaissait tous ces plans des Russes. Mais beaucoup de gens se sentent vraiment trahis. Et aujourd'hui, de nombreux scandales de corruption entourent son cercle rapproché et les personnes proches de lui. L'ancien, vous savez, par exemple, ministre de la Défense, et d'autres personnes qui ont été nommées par lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles il craignait les élections présidentielles et pourquoi il avait peur de perdre le pouvoir. Et pour conserver le pouvoir, la loi martiale doit être en vigueur, donc la guerre doit continuer. C'est pourquoi il est l'un des plus grands profiteurs du prolongement de cette guerre. Et je crois qu'il pourrait effectivement y avoir une alliance entre lui et ces groupes d'extrême droite. Et je dois dire que nous avons récemment appris que certains commandants éminents d'Azov ont reçu des appartements de luxe à Kiev en cadeau de la part de l'un des oligarques ukrainiens aujourd'hui très proche de Zelensky, je veux dire Akhmetov. Donc, en gros, ils ont reçu une motivation supplémentaire, disons, pour soutenir Zelensky. Et vous savez, je suis différents groupes d'extrême droite, leurs activités et leurs discussions internes. Il y a une partie de l'extrême droite qui est mécontente de ce comportement parce qu'elle estime, en raison des origines juives de Zelensky, que Beletsky lui-même et la direction du mouvement Azov ont trahi leurs idées racistes car ils servent, en quelque sorte, les Juifs. Oui, donc aujourd'hui, il existe une division même au sein de ces groupes d'extrême droite en Ukraine. Mais bien sûr, la majorité d'entre eux s'intéressent à la coopération avec l'État et à la collaboration avec les élites politiques. Pourquoi? Parce qu'ils acquièrent une influence et un pouvoir énormes.
Beaucoup d'entre eux, vous savez, n'avaient pas de carrière, n'avaient pas le statut social qu'ils ont aujourd'hui. Et maintenant, ils sont célébrés, ils ont de bons salaires, ils sont invités, ils bénéficient de la protection de l'État. Donc, en gros, ils profitent maintenant de leurs privilèges et ils se présentent comme privilégiés, comme une élite. Ils parlent constamment du fait que cette élite militaire devrait avoir des préférences au sein de l'État. Et ils parlent ouvertement de retirer certains droits civiques aux hommes qui ne combattent pas, qui ne sont pas dans l'armée. Ils s'opposent donc à l'idée même de l'égalité des droits civiques pour tous les citoyens. C'est pourquoi, pour eux, la guerre est un paradis. La guerre est un moment où ils prospèrent. Et c'est pourquoi, à cet égard, je crois que Zelensky peut, ainsi, les intérêts de l'extrême droite et ceux de Zelensky et de son équipe sont liés dans cette affaire. Ils veulent tous la guerre, plus de guerre, parce qu'ils tirent profit de ce conflit. Et beaucoup de ces commandants sont loin du champ de bataille. Vous savez, ils sont en sécurité, ils sont à Kiev, ils sont très présents dans les médias, donc ils envoient les jeunes. C'est pourquoi Azov, par exemple, a créé une loi. Ils ont créé cette Centuria Youth et ils ont des branches dans toutes les grandes villes ukrainiennes. Et vous savez, un de mes amis m'a dit que son fils, après avoir assisté à cet entraînement de Centuria, a dit que c'était très violent. C'est, vous savez, la promotion de la masculinité toxique. C'est la promotion, vous voyez, de la force physique, du sacrifice de soi, de ce nationalisme. Et il m'a dit que c'est comme, vous savez, une sorte de secte. C'est comme une religion. Et son fils, qui a 18 ans, lui a dit qu'il signerait un contrat immédiatement. C'est essentiellement ainsi que Azov attire ces jeunes hommes dans l'armée. Il les endoctrine, vous savez, avec cette formation idéologique. Il crée pour eux ce sentiment de fraternité, ce soutien. Donc en gros, ils ont... Et le problème, c'est qu'Azov, aujourd'hui, grâce au soutien de l'État dont ils bénéficient, a accès aux écoles publiques où ils organisent ce qu'ils appellent des leçons de courage. En gros, ils promeuvent ouvertement leur idéologie tout en dispensant une formation de base, par exemple une formation médicale ou une formation militaire élémentaire, mais tous sont autorisés à aller à l'école. Et certains d'entre eux vont à l'école avec, vous savez, des symboles Wolfsangol, Totenkopf et d'autres symboles de haine, et ils font de la publicité auprès des jeunes. De cette manière, ils attirent de plus en plus de jeunes qui, après avoir eu 18 ans, sont pratiquement convaincus que doivent rejoindre l'armée ukrainienne et, vous savez, vivre des morts glorieuses, sacrifier leur vie pour la nation. Donc, en gros, nous avons une forme d'endoctrinement, comme dans différents États fascistes. C'est une forme d'endoctrinement. Je me souviens qu'avant 2014, je ne pouvais pas imaginer que les Russes et les Ukrainiens se battraient réellement les uns contre les autres. Et maintenant, c'est devenu la nouvelle normalité. Maintenant, c'est soudainement, oui, bien sûr qu'ils le feront. C'est soudainement du bon sens. Je me souviens même que Lavrov avait un jour avancé l'argument que les Ukrainiens ne sont pas des Polonais, qu'ils ne détestent pas les Russes. Je pense qu'il faudra des décennies et des décennies pour surmonter cela. Ma dernière question porte simplement sur la façon dont vous voyez la Seconde Guerre mondiale utilisée dans les récits de guerre. Car il semble que ce ne soit pas seulement l'Ukraine, la Russie aussi s'appuie énormément sur la Seconde Guerre mondiale pour cadrer la guerre. Je veux dire, tous les pays ont tendance à faire cela. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine et de la Russie. Mais oui, il s'agit en quelque sorte d'ancrer les conflits actuels dans ceux du passé, afin de, effectivement, je dirais qu'ici, en Occident aussi, nous semblons croire que nous combattons à nouveau Adolf Hitler, que c'est le nouvel Hitler, vous savez, sous la forme de la Russie. Eh bien, nous combattons toujours le nouvel Hitler quand nous partons en guerre.
Mais bref, l'Ukraine et la Russie s'appuient toutes deux très fortement sur le récit de la Seconde Guerre mondiale, mais bien sûr de manière très différente. Comment comprenez-vous cela? How do you make sense of this? En fait, la mémoire et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah sont très présentes dans cette guerre de l'information. Nous nous souvenons comment Poutine, dans son discours en colère du 24 février, a mentionné la soi-disant dénazification parmi les principaux objectifs de la soi-disant opération militaire spéciale. Et nous nous souvenons comment il a présenté, c'est en réalité une méthode très antisémite, il a présenté Zelensky comme n'étant pas un vrai juif. Oui, et ensuite Lavrov a utilisé la même rhétorique et Medvedev a employé un langage très similaire. Et Solovyov, un des principaux propagandistes et animateurs de télévision, a également présenté Zelensky comme un traître au peuple juif et pas un vrai juif et l'a qualifié de porc nazi. Oui, donc en gros, ce récit des nazis en Ukraine, du régime nazi en Ukraine, a été très utile pour les élites politiques du Kremlin, car il remplissait deux objectifs principaux. Tout d'abord, il faut se rappeler, il faut garder à l'esprit que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ou de la Grande Guerre patriotique joue un rôle immense dans l'identité nationale des Russes aujourd'hui. Nous connaissons tous ces commémorations lors du jour de la victoire dans les écoles, dans différents lieux culturels et au niveau politique. Donc en parlant d'un régime nazi qui serait aujourd'hui en Ukraine, on fait appel à cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On fait appel à ce souvenir des arrière-grands-parents et des grands-parents qui ont combattu courageusement contre les nazis. Donc, en gros, vous essayez de « Pourquoi Poutine fait-il cela ?» Parce qu'il essaie d'expliquer aux Russes ordinaires pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Parce que nous, en tant que descendants de l'Union soviétique, avons cette mission sacrée de combattre les nazis. Oui, et le deuxième objectif pour lui, un objectif interne, est de mobiliser les hommes. Vous devez vous battre comme votre père, comme votre grand-père. Oui, parce que vous devez honorer leur mémoire et poursuivre leur mission. Mais l'autre objectif est en fait similaire à celui que vous avez décrit, Glenn. C'est pour un usage externe. Le but est aussi de justifier auprès de l'opinion internationale pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Oui, parce qu'il s'agit d'un régime nazi, et la mémoire des crimes nazis constitue également le fondement de cette culture du souvenir en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc lorsque vous parlez des crimes nazis, du nazisme, et que vous évoquez Hitler, vous faites aussi appel à ce traumatisme et à cette mémoire. D'une part, ça permet de justifier la guerre, mais aussi, par exemple, la destruction des infrastructures ukrainiennes, le bombardement de zones résidentielles, le bombardement d'hôpitaux. Pourquoi? Parce que vous voulez vaincre le mal absolu, le nazisme, comme pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque les forces alliées ont bombardé Dresde ou Berlin. C'était un effet secondaire, mais c'est inévitable si l'on voulait vaincre le mal. C'est pourquoi la Russie instrumentalise ce récit de la Seconde Guerre mondiale. Et nous voyons que de nombreux soldats russes portent le ruban de Saint-Georges ou des drapeaux soviétiques. Je tiens à souligner, peut-être que nos téléspectateurs le savent, que lors du jour de la victoire, dans de nombreuses villes russes, il y a cette marche commémorative appelée le régiment immortel, où les gens défilent en portant les portraits de leurs grands-pères et grands-mères qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ou qui y ont survécu, mais qui combattaient les nazis. Après 2022, certains participants à ces événements ont commencé à porter les portraits de soldats qui combattent en Ukraine ou qui sont morts dans la guerre en Ukraine, ce qui signifie qu'ils établissent un lien direct entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre actuelle en Ukraine. Donc, en somme, toute la mémoire est instrumentalisée pour justifier l'agression russe.
is instrumentalized to justify Russian aggression, and it was pointed out by different. Il a été souligné par diverses organisations culturelles qui s'occupent de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Par exemple, le USMMM, l'Anti-Defamation League, de nombreux spécialistes de la Shoah et des spécialistes des génocides, qu'elle condamne cette instrumentalisation et cette déformation de l'histoire et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale par le régime de Poutine afin de justifier une guerre d'agression contre l'Ukraine. Mais d'un autre côté, il y a l'Ukraine. Du côté ukrainien, on observe la même instrumentalisation et utilisation de la Seconde Guerre mondiale à des fins politiques. Nous nous souvenons du discours de Zelensky à la Knesset au printemps 2022, et de nombreux Israéliens et membres de la communauté juive ont été indignés, furieux, lorsque Zelensky a déclaré à la fin que les Ukrainiens avaient fait leur choix pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils avaient sauvé des Juifs. Et puis il s'est arrêté, mais il n'a jamais mentionné une seule fois que des Ukrainiens avaient participé à l'Holocauste, qu'ils avaient traqué des Juifs, qu'ils avaient pris part aux crimes nazis contre le peuple juif. Donc c'était, vous savez. Et je me souviens, lorsque l'armée ukrainienne est entrée à Boutcha et que tous ces corps ont été découverts, et que toutes ces enquêtes ont été publiées, de nombreux Ukrainiens ont commencé à partager ce concept selon lequel Boutcha serait le Babin Yar de l'Ukraine. Babin Yar est un symbole de l'Holocauste par balle en Europe de l'Est, car à Babin Yar, dans ce ravin, en septembre 1941, près de 34 000 Juifs ont été tués par les nazis. Parmi eux se trouvaient de nombreuses personnes âgées, de nombreuses femmes et des enfants, car beaucoup d'hommes investissaient dans l'armée rouge à cette époque. Mais cette comparaison fallacieuse est, vous savez, une déformation de l'Holocauste. On ne peut pas comparer ces crimes, car cela manque de respect à la mémoire des victimes juives. Mais l'Ukraine invoque toujours les acteurs de la mémoire en Ukraine, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Ils font constamment référence à cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais à quelle partie de cette mémoire? Celle où les nationalistes ukrainiens sur le terrain, les organisations ukrainiennes, les nationalistes ukrainiens et l'armée insurrectionnelle ukrainienne se sont battus pour l'indépendance de l'Ukraine. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, par exemple, le ministère ukrainien de la Défense a récemment créé une exposition sur la tradition militaire ukrainienne. Et l'armée rouge, dans laquelle des millions d'Ukrainiens ont servi et combattu les nazis, et où des millions sont morts et des millions ont été, vous savez, grièvement blessés, elle a disparu de cette tradition militaire ukrainienne. L'accent est mis sur l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Vous savez, et pourquoi est-ce dangereux? Parce que cela fait aussi partie de la déformation de l'Holocauste, du révisionnisme nazi et du déni du nettoyage ethnique, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par l'UPA et l'ON. Et c'est une évolution très dangereuse, parce que plus jamais ça devrait être universel. Cela devrait être universel pour chaque personne sur notre terre, et pas seulement pour certains groupes. C'est pourquoi je pense que cette instrumentalisation des deux côtés est très dangereuse et nous devrions prêter attention à cette déformation. C'est un thème récurrent, cependant, dans tous les pays. Si le gouvernement s'arroge le droit de représenter la mémoire des guerres des générations passées, il jouera toujours un rôle clé dans le recrutement de la génération suivante pour l'envoyer au front. En effet, en Russie, cela faisait partie de l'idée derrière, si je ne me trompe pas, le fait de montrer des photos de ses proches, que le public s'approprie sa propre mémoire historique de la guerre. Car si vous la déléguez au gouvernement, ils s'en serviront pour amener la prochaine génération à l'abattoir. C'est donc un schéma intéressant, quelque chose que j'ai remarqué dans la plupart des guerres, en fait. Bref, merci beaucoup pour votre temps. J'ai encore beaucoup de questions en tête, mais il faudra sans doute remettre ça à une autre fois.
Merci encore. questions in my head, but we will have to do it, I guess, some other time. So, thanks Yes, again. thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup, Glenn, pour l'invitation. Ce fut un plaisir de parler avec vous. Merci encore. Thank you so much. Thank you. Merci.